Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Vous la sentez perler, la petite sueur froide qui vous ruisselle le long de l'échine? Non, c'est pas un film de... Enfin bon. C'est normal, la France a peur, car elle fait de l'horreur locale et pas low cost. On parle de Marianne, série horrifique Netflix signée Samuel Baudin. Et pour bien faire, il me fallait les deux plus courageuses de la team pour en parler. Celle qui a résisté à tous les exorcismes, Perrine Kenson. Ce qui ne l'empêche pas de faire des 180 avec sa tête. J'ai vu ça en soirée, c'était quand même assez sympa. Oui, mais ça marche qu'avec la tête, mais pas avec la cheville. Salut Charline. Bonjour Perrine. Et celle qui ne répond jamais au téléphone les soirs où elle est seule pour regarder des films d'horreur, Anaïs Bordage. Bonjour. Salut. N'ayez crainte, enfin si, un peu quand même. Emma est une jeune romancière. Elle découvre avec horreur que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans sa série de romans horrifiques sont réellement en train de prendre vie dans la petite ville où elle a grandi. Oui, je vais parler comme ça pendant toute l'émission. C'est lassant ou pas? Non. N'importe laquelle d'entre nous irait dans la direction opposée. Pas Emma. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne? Je sais pas. Depuis le début, elle est dans ma tête. Confession nocturne de Flippette. J'ai dévissé au bout de 30 secondes du premier épisode sur la scène des dents. Des dents, ouais, voilà, tout à fait. Une dent, Si vous n'avez pas vu la série et que vous êtes un peu sensible de la gencive, je vous conseille de fermer les yeux lors du premier épisode au bout de 30-40 secondes. Est-ce que ça a fonctionné sur vous, mesdames? Perrine? Oui, non, ça fonctionne sur moi, mais pas... Oui, on flippe quand même. C'est-à-dire que la série, juste ce qui m'a beaucoup intéressée, en fait, j'ai flippé de manière très intellectuelle. C'est-à-dire que clairement la meuf a décidé de se la tartiner pendant le podcast. Oui, moi je flippe, mais de manière intelligente. Non, clairement, je faisais pas la maline, je l'ai peu regardé dans le noir. C'est plutôt la journée, fenêtre ouverte, enfin voilà, et l'aide de sunshine et tout, quoi, parce que c'est quand même pas très rassurant. C'est pas rassurant, pourquoi? Parce que la série a cette intelligence-là de jouer sur plusieurs types d'horreur, sur plusieurs types de peurs. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vraiment très peur, par exemple au cinéma ou dans les séries, c'est l'ambiance, c'est les films d'atmosphère, c'est ceux qui ont une ambiance malsaine, oppressante. Là, j'en suis vraiment traumatisée. Le jumpscare, oui, ça fait peur sur le moment, mais ça ne me marque pas. Et là, l'intérêt de Marianne, c'est que Samuel Baudin, il joue avec notamment donc, cette ambiance permanente, flippante, malsaine, on se dit il y a un truc dégueulasse qui est en train de se passer, et il en joue beaucoup avec ça, tout en mettant des moments où on va pour dérider l'affaire, mais là, d'un seul coup, hop, il remet des jumpscares pour finalement continuer à attiser l'intérêt du spectateur. Donc ce que je trouve plutôt malin, c'est qu'il joue autant avec une influence de cinéma américain, un peu à la Carpenter, etc., où on va vraiment être sur cette ambiance. D'ailleurs, la façon dont il filme Elden, c'est assez intéressant, c'est assez géographique, la façon dont il la filme. Donc on prend conscience des lieux, on a peur. Et en même temps, une influence cinéma asiatique plutôt, où on va être vraiment sur ces jumpscares à cinéma japonais, par exemple, donc qui est plutôt intéressante, voire même Asie du Sud-Est, si on va sur certaines représentations de la créature, notamment de Marianne, on va clairement sur un cinéma Asie du Sud-Est. Donc j'aime bien cette espèce de finalement, je connais bien mon solfège du cinéma d'horreur, je le récite très bien, mais moi je trouve ça super qu'on le récite aussi bien parce que ça fonctionne au bout du compte. Alors étonnamment, moi je dirais que Elden is the new Derry. Hein. Quand même, on a bien lu et bien digéré son Stephen King. Non, je sais pas ce que t'en penses, Anaïs. Moi en fait c'est tout ce que tu disais, Perrine, c'est ce qui m'a dérangé dans la série, c'est que il y a énormément de références, mais je trouvais que justement on était un peu noyé par les références et au final j'ai trouvé très peu de neuf dans cette série. Je trouvais que déjà ça se repose énormément sur les jumpscares qui est, comme tu le disais, je pense le moyen de faire peur le moins intéressant du répertoire de l'horreur, quoi. Et on a vraiment... Attention derrière vous, Benoît Magimel. Non, tu Marseille, non. Pardon. Non. Excuse-moi. C'était trop tentant. Non, il y en a beaucoup trop et du coup je les trouve pas très efficaces.
m'angoisse tellement il y en a. Et à côté de ça, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de clichés déjà assez éculés, quoi, de la scène qui commence un peu à virer à l'étrange et puis on se rend compte que c'est un rêve très très tôt, même bien avant que l'héroïne ne se rende compte que c'est un rêve, à croire qu'elle a jamais vu de film d'horreur. Il y a le chien méchant qui a la rage, il y a le corbeau dans la cage. Stephen King. Ouais, il y a énormément de références. Ça finit sur un twist, encore une fois, pas hyper surprenant ou pas très novateur. Je trouve que il manque quelque chose, il manque une proposition de nouveauté. Je suis pas tout à fait d'accord, totalement d'accord avec ça. Enfin, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'en effet, on voit les références, on est en terrain connu finalement. Mais moi, j'aime bien ce terrain connu parce que j'ai la sensation d'être dans un train fantôme. C'est-à-dire vraiment, et quand tu vas dans un train fantôme, tu sais pourquoi tu y vas en fait. Tu sais ce qui va t'arriver d'une certaine façon, tu sais que ça va se survenir, tu sais quel genre de figure tu vas trouver dans le train fantôme. Mais en même temps, tu y vas parce que c'est à la fois un terrain rassurant puisque tu sais et en même temps ça fait quand même flipper parce que moi je trouve qu'il y a cette notamment moi j'adore qu'on joue avec les peurs un peu enfantines et il y en a beaucoup dans le film, notamment la peur du noir, l'idée qu'il y a quelque chose qui est caché dans le placard, l'idée qu'il y a quelque chose qui est caché sous le lit, l'idée moi peu importe, je peux l'avoir vu dans 1 million de films, ça restera la chose la plus efficace chez moi, en tout cas. Et je pense qu'en justement, c'est intéressant parce qu'il peut jouer avec les peurs de beaucoup de gens et les mettre ensemble. C'est une série qui ne s'arrête jamais de faire peur. Elle va pas, parfois, elle peut juste détendre l'atmosphère 2 minutes, mais elle lâche littéralement jamais son spectateur. Et c'est assez rare finalement que ce soit au cinéma ou dans les séries télé. On pourrait comparer à d'autres, mais j'imagine qu'on va parler peut-être d'autres séries, mais qui finalement commencent sur un prémisse de peur et finissent par l'abandonner au profit du scénario. Mais qui peut être intéressant, c'est pas la question. Mais c'est-à-dire que là, même quand il développe son scénario, quand il développe son histoire, il déroule son histoire et l'histoire de ses personnages, il n'oublie jamais que ce qui a attiré son spectateur, c'est la peur, et il nous lâche pas du tout avec ça. Et puis, dès lors qu'on expose le personnage principal, qui en l'occurrence est donc la figure de l'auteur, comme ça se fait beaucoup quand même dans le monde de l'épouvante, on sait qu'on va être en terrain. On sait qu'on va être dans un terrain relativement connu. Ce qui est plutôt pas mal, moi je trouve, c'est que alors effectivement ça a changé depuis quelques années, mais le personnage principal qui ne se contente pas d'être une scream queen, comme ça se fait aussi beaucoup dans les films d'épouvante, c'est pas mal d'avoir une nana un peu revêche en plus, quoi, pas particulièrement sympathique. Le personnage est bien, et puis moi j'ai trouvé que l'actrice était pas mal. Elle a vraiment, elle a une gueule, elle a un charisme, elle a une voix et elle a un look qui est très défini, quoi, dans la série, et elle a un très bon timing comique. Mais alors moi, c'est l'autre problème que j'ai eu avec la série, c'est que j'avais un sentiment de potentiel qu'à moitié réalisé, où en fait, on sent qu'ils ont cherché à faire du loufoque. Quand même. Il y a beaucoup de petits éléments d'humour, mais je les trouvais jamais aboutis. Et j'ai rarement ri, alors que je sentais qu'il y avait des tentatives de faire quelque chose d'un peu plus taré. Mais quand on arrive après Petit Quinquin, Twin Peaks, il faut aller beaucoup plus loin, quoi, dans le loufoque. Et là, je sentais que c'était... Alors, je sais pas si c'est Netflix qui a peut-être lissé la tentative de départ. Je sais pas si... Mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème de ton. Ça alternait un peu entre la tentative de loufoque et de méta, parfois, et tout de suite on revenait à un ton plus sérieux, mais sans que l'un ou l'autre ne m'accroche vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas été vraiment émue par cette histoire d'amitié qui est pourtant plutôt bien développée, comme tu le disais, surtout dans la deuxième partie de la série. Honnêtement, j'ai pas eu très peur, et j'ai pas non plus ricané autant que j'aurais aimé avec toutes ces scènes. Rien, toi. À chaque fois que tu nous fais des recommandations, à chaque fois que tu nous fais des recommandations, c'est sur des trucs avec des pitchs terribles et ça a pas l'air de t'ébranler plus que là. T'es pas une flippette en fait quand tu regardes. Pourtant si, en fait, mais que comme Perrine, moi c'est vrai que je suis très sensible à l'atmosphère et notamment là dans le cinéma d'horreur, il y a un gros renouveau en ce moment de films qui ne se reposent pas sur les jumpscares et qui ont vraiment des propositions intéressantes et qui font peur d'une manière beaucoup plus originale. Et c'est pour ça que j'attendais beaucoup de la série, parce que j'attendais une proposition encore vraiment très très fraîche. Et au final, j'ai trouvé que c'était beaucoup de les bouches immenses qui s'agrandissent, les trous noirs, des trucs que j'ai déjà vu 1000 fois en fait dans des films d'horreur. Et les jumpscares, oui, ça me fait sursauter parce que j'ai un corps humain, quoi, mais ça me fait pas peur du tout. Au cas où vous en doutiez. Non, mais du coup, est-ce que vous pensez que l'épouvante, ça s'accorde bien avec le format série ? Ça peut aussi être une question qu'on se pose, c'est-à-dire que ramasser sur 1h30, évidemment, au cinéma, ça fait flipper de manière tendue, mais peut-être que de les tirer en format série, c'est
Le risque, c'est de s'éparpiller. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Perrine, avec justement le fait de faire appel à autant de peurs différentes. C'est qu'il y en a peut-être un peu trop, moi, je trouve. Non, je trouve que là, justement, pour le coup, c'est ce que permet le format série, justement. C'est qu'il peut s'amuser, encore une fois, avec cette idée de catéchèse, si je peux employer ce mot-là, catéchèse de la peur. Et tu parlais du mélange des genres. Et en fait, si on regarde le travail de Samuel Baudin depuis le début, donc que ce soit avec Tank ou avec les Lazy Company, et même ce qu'il faisait avant, parce qu'en fait, il faisait du théâtre surtout avant. Donc, quand il a fait notamment une pièce qui s'appelait Ma femme, où il reprenait tous les trucs de l'horreur très très connus, toutes les figures de l'horreur, il les poussait à l'extrême, en allant dans un côté très grand guignol, c'est-à-dire vraiment l'idée de pousser l'horreur et en y amenant beaucoup d'humour, parce qu'en fait finalement on connaît tous ces trucs-là, on les connaît, donc autant les pousser, autant s'amuser avec. C'est ce que je voulais dans la série, je voulais du grand guignol, je trouve que il y en a pas mal quand même. Très soft, il mélange par exemple le côté un peu Scooby Gang et en même temps le côté, je te dis voilà le truc qui surgit du placard, les mains qui sont comme ça. Moi ça me plaît beaucoup parce qu'en fait ce mélange des genres, c'est ce que permet la série. Il peut se permettre de faire un épisode qui va être totalement, moi j'ai l'impression d'être dans Buffy, ou un épisode il va faire totalement, ou un épisode de Scooby Gang, un épisode qui est totalement clairement un truc de fantôme japonais quoi. Enfin, et moi, sauf que toutes les références qu'il convoque sont au-dessus de ce que lui il fait, et c'est ça qui est dommage, c'est que la comparaison est pas vraiment en sa faveur quoi. C'est pas le plus grande série de l'histoire de la planète des séries, c'est pas ça l'idée. Mais je trouve que pour en tout cas un essai français de l'horreur, déjà c'est assez de genre, parce que on a un problème en France avec notre cinéma de genre. De toute façon, on l'aime pas beaucoup. Et avec nos séries. Alors nos séries et notre cinéma de genre, là, cumulés ensemble, c'est génial. Mais on est très dur avec le cinéma de genre parce que déjà on a un problème avec la langue française. Dans le cinéma de genre, on a du mal à la faire résonner. Mais on est les seuls. Parce qu'en vrai, à l'étranger, le cinéma de genre français, il est très apprécié. Le French Fryer, c'est très apprécié à l'étranger. Et je trouve que, à mon avis, cette série, presque plus que pour les Français, elle est faite pour les gens du monde entier, qui, cette manière dont il dépeint cette ville, Elden, qui n'existe pas, mais qu'on comprend bien que c'est une sorte de ville bretonne. C'est flippant la Bretagne en même temps. C'est flippant la Moi, Bretagne. j'ai jamais eu aussi peur en Bretagne que dans cette série. Oh, bah si, tout le temps en Bretagne, quand même, c'est un peu flippant. Bah si, les chouchènes, les galettes, les bigoudens. On en parlera à Thomas Rozek. Spécial dédicace. Mais non, enfin voilà, je trouve que quand même, il joue très bien sur tous ces codes-là qui vont, à mon avis, plus plaire à l'étranger qu'en France. Et vraiment, je trouve que c'est quand même très bien tenu. Et pour des séries françaises de Netflix qu'on a pu voir jusque-là, je pense que c'est une des, avec peut-être Family Business dont on n'avait plus parlé, c'est une des plus grandes réussites. Mais la barre est pas très haute, quoi. C'est ça. Bah, si on compare à Marseille, oui, la barre est vraiment pas très haute. Il faut voir à quel standard on a. Mais Marseille, c'est une jurisprudence maintenant. Je crois qu'on peut le citer à tous les. C'est ça. Est-ce qu'on sait faire de l'horreur à la française en série ? Parce que je cherchais les exemples, les occurrences, les Revenants, qui faisaient quand même pas mal peur. Les Revenants, c'était pas mal. Hein. Moi, j'avais eu un petit peu peur Au-delà pour du les mur Revenants. aussi. C'était sur Arte, ça. Ouais. Je n'ai point vu oui, le truc dans la maison là. Avec Derle Béthans. Ouais, c'était pas mal ça. Ouais. Pas vu. Côté Est-ce qu'on a une petite patte un peu française sur l'horreur ou pas du tout? Si on compare avec les Revenants, je trouve que les Revenants avaient quand même un côté plus cinéma d'auteur français, plus dans ces clichés-là finalement que dans le cliché de l'horreur. Là, je trouve que justement, il s'évade un peu de justement ce qu'on a plus l'habitude de voir dans le cinéma, en tout cas dans les séries françaises. Oui, là, c'est pas de l'horreur française, c'est ce que tu disais. Il y a des références très américaines, très étrangères, mais pas du tout françaises. Ouais, pas françaises. Donc du coup, on en revient à l'horreur à la française. Bah, qu'est-ce que ça pourrait être en fait là? Comme tu tout disais, reste à explorer pour le coup. Ça a déjà été fait. Les hommes, Picasso, tout ça, on a dit non, c'est terminé. Les dernières séries qui vous aient vraiment fait flipper, indépendamment de leur nationalité? Ah bah, honnêtement, et c'est là où j'en parlais tout à l'heure, on en a parlé l'année dernière. C'est The Haunting of Hill House. Évidemment. Mais qui joue sur les mêmes choses en fait. Oui, parce que j'ai l'impression de vous avoir entendu avoir les mêmes réserves et mêmes compliments quant à cette série en fait. Complètement, sauf que la différence pour moi, c'est que The Haunting of Hill House joue sur les mêmes terrains. C'est plus stylisé au niveau de l'image pour le coup. On a cette ambiance bleutée permanente, voilà. Mais on joue quand même sur une série d'ambiance qui a un nombre de jumpscares et de fantômes cachés qui est quand même assez démentiel, mais qui, au fur et à mesure de sa progression, va quitter finalement le monde de l'horreur pour aller vers clairement une série dramatique sur le deuil et sur la peine et la souffrance, quoi. Et c'est très très beau et c'est très très émouvant. Ce que ne va jamais faire en fait Marianne, qui va être une série peut-être sur l'amitié à des moments, en tout cas sur le passé, mais qui va tout le temps rester dans le domaine de l'horreur, là où The Haunting avait un autre agenda en fait, d'une certaine façon. Mais The Haunting, c'est vrai que les premiers épisodes et
quelques occurrences dans la série, notamment je crois que c'était l'épisode 5 ou 8, je ne sais plus, je crois que l'épisode 5, où elle surgit derrière la voiture, enfin derrière le passage, le banquette arrière. Oui, bon bah ça j'ai hurlé, mes voisins ont failli débarquer, donc enfin bon après voilà, mais c'est ça qui m'a fait peur. Ce qui était quand même super beau avec The Haunting of Hill House, c'était que effectivement il y avait quelques jumpscares, mais honnêtement il y en avait 3 milliards moins que dans Marianne. Ils étaient très bien déployés, et il y avait aussi ce que tu disais, les monstres cachés, qui en fait n'étaient pas des jumpscares, c'est-à-dire qu'on sursautait en les voyant, mais il n'y avait pas du tout ce ressort avec la musique ou les mouvements de caméra, c'est-à-dire qu'ils étaient là dès le début dans la scène, avec souvent un plan fixe, et on se rendait compte qu'ils étaient là au bout de 15 secondes ou 30 secondes ou 1 minute, et c'est ça qui était absolument terrifiant. Et c'est ça, moi, qui m'a manqué dans Marianne, c'est que cette proposition, moi j'avais l'impression de ne jamais avoir vu ça dans une série, dans Hill House, ces monstres cachés, et c'est même devenu un jeu sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Ah oui, c'est génial, ouais, c'est une idée, mais géniale, c'est hyper efficace, plus que n'importe quel jumpscare, et j'attendais quelque chose comme ça dans Marianne que je n'ai pas eu. Mais finalement, je trouve que pour le coup, Marianne se rapprocherait plus, donc pas de Hill House pour le côté un peu train fantôme, maison hantée, quoi, mais au fond, je la rapprocherais plus de la saison 1 de American Horror Story, où American Horror Story jouait avec justement aussi tous les codes du cinéma d'horreur, s'amusait à reprendre en plus toutes les légendes de crimes urbaines, etc., jouer avec tout ce qu'on connaissait dans la panoplie de l'horreur, et à la fois mêler un côté un petit peu légèrement un peu comique, un peu ricaner, c'est pas le mot en tout cas parce que c'était pas sur ricaner, mais c'était un peu méta, comique, et puis c'était assez gadget aussi, et je trouve que pour le coup je rapprocherais plus Marianne d'American Horror Story, et moi j'avais adoré cette première saison d'American Horror Story parce que justement elle jouait sur toutes les gammes que je connaissais, et je reviens à cette idée de l'histoire du train fantôme, parce que c'est très plaisant, encore une fois, ce côté vraiment où on joue sur ce que je connais déjà, et c'est pas novateur, mais c'est bien fait, et ça, moi, c'est déjà une grande qualité. Alors, l'émission n'est pas encore terminée, mais je vais vous demander dès maintenant une recommandation, car après, nous allons tout à fait changer de sujet. Alors, une reco dans le domaine de la peur. Pour Voyeuse numéro 1, un truc flippant et un peu weird, Anaïs Bordage, c'est à vous. Mais le problème, c'est que je me suis déjà étendue très longuement sur The Terror. Je vous ai déjà parlé de toutes les séries les plus flippantes. On a déjà parlé de Hill House, donc on va pas le refaire. Et The Terror, j'en avais déjà parlé, il me semble, ici, mais c'est vraiment une excellente série. Donc, c'est une série d'anthologie. La saison 1 fait très très peur. La 2 fait peur de manière différente. C'est un peu plus soft, un peu plus délayé. Mais en gros, à chaque fois, ça se base sur des événements historiques. Donc, dans la première saison, c'est un naufrage qui a vraiment eu lieu, enfin pas un naufrage d'ailleurs, juste la disparition d'un équipage d'explorateurs qui ont été coincés dans les glaces de l'Arctique et qui sont tous devenus fous et qui sont morts de faim ou de folie ou de violence ou de cannibalisme. Et donc on tombe Moi, dans j'aime la délectation avec laquelle elle raconte ça, sans ciller vraiment, genre oui, bon bah comme tout à chacun. Voilà. Pour les fans de cannibalisme, The Terror, je recommande. Et la saison 2 parle d'un camp d'internement japonais donc aux États-Unis. Youhou! Voilà, fun, très très fun. Et comme Hill House, ça parle de... En fait, l'horreur est toujours raccrochée à un sentiment humain très fort. C'est-à-dire que c'est la peur de l'isolement, la peur de perdre ses proches, la peur, par exemple, d'être complètement mis au banc de la société, comme dans la saison 2. Et c'est ça qui fonctionne très très bien, c'est qu'il y a des codes de l'horreur qui sont repris, mais pour exacerber des tensions historiques. Et c'est vraiment génial. The Terror. Perrine. On a mentionné, je viens de mentionner American Horror Story saison 1. Et ce qu'on avait dit sur Marianne, c'est que finalement, il y a aussi un storytelling des personnages qui, moi, fonctionne plutôt bien et qui est assez risqué, en fait, dans la série, puisqu'on commence avec un personnage qui n'est pas très agréable, clairement, puis qu'au fur et à mesure, on va plus connaître, plus apprécier. C'est assez risqué en termes d'écriture, je trouve, de série, et c'est plutôt intéressant. Et là où je voulais en venir, c'est que je vais plutôt citer American Horror Story saison 2, qui, pour le coup, est la meilleure saison d'American Horror Story, parce que c'est une anthologie, donc chaque saison est différente, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui, en termes de prise de risque, d'écriture, c'était incroyable. Ça démarre dans un hôpital psychiatrique, et puis d'un seul coup, il va y avoir des nazis, il va y avoir des extraterrestres, il va y avoir tout et n'importe quoi. Youhou, il va y avoir Anne Frank. Il va y avoir Anne Frank. Et on est là, genre, what? Et c'est-à-dire qu'à tout moment, la série, ça peut être du grand n'importe quoi, et ça l'est, mais par un talent d'écriture, par un talent d'acteur aussi, et de mise en scène, eh bien ça arrive à être la meilleure saison. Là, c'est une des propositions en termes d'horreur les plus dynamiques, les plus amusantes et en même temps flippantes, parce que moi j'ai quelques souvenirs de bonnes flips devant la saison, que j'ai vu depuis très longtemps en série télé. Alors moi, dans le domaine de l'horreur, je vous conseille Le Temps est as. Non, je déconne. Allez, j'avais promis un changement total de sujet, c'est parti. And the Emmy goes to... Phoebe Waller-Bridge.
La nuit du 22 au 23 septembre, c'est donc déroulée la cérémonie des Emmy Awards qui a vu la victoire écrasante de l'Angleterre sur le reste du monde, puisque Phoebe Waller-Bridge a été donc récompensée pour Fleabag et Jodie Comer pour Killing Eve, donc autant dire que tout est pour elle. Êtes-vous satisfaite de ce palmarès ? Tout va bien. Oui. Déjà, Game of Thrones a perdu plein de prix, donc c'est génial. On a gagné 2 quand même. Meilleure série dramatique et meilleur acteur dans un second rôle pour Peter Dinklage. Presque donné pour meilleure série dramatique. C'était la médaille en chocolat, quoi. Il y a un côté comme ça. Et savoir que Game of Thrones a perdu le prix de la réalisation, c'est-à-dire ce sur quoi ils ont mis l'accent ces dernières saisons, face à Ozark. Jason Bateman, c'est une grande satisfaction pour moi. Je suis très contente que Game of Thrones ait perdu. Mais vous êtes de très mauvaise composition, Anaïs Bordage. Non, mais cette victoire quand même écrasante de l'Angleterre, c'est pas si... moi, j'ai vu fleurir beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux de « c'est super les BAFTA !» C'est quand même une victoire écrasante de l'Angleterre, non ? Tout à fait. Je suis très contente. Et alors, oui, c'est de l'Angleterre, mais ils n'arrêtaient pas de spécifier que Fleabag, c'était sur Amazon. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça vient de la BBC. Donc, on va rendre à César qui est à César. Et moi, je suis absolument ravie. Bon, je crois que j'ai crié plusieurs fois mon amour pour Phoebe Waller-Bridge dans cette émission. Si les gens n'ont pas compris que c'était mon gourou, mon maître à penser, ma maîtresse à penser, en tout cas, c'est le cas. Et ça, à la fois, j'étais vraiment ravie, mais un peu triste, d'une certaine façon, pour VIP, pour cette très, très grande série. Tu fais partie de cette team. Oui, non, j'étais... Alors moi, je voulais que Phoebe Waller-Bridge gagne, c'est pas la question, mais j'aurais voulu qu'on fasse un autre prix à côté, ou j'en sais rien, ou en même temps, on leur donne toutes les deux, j'en sais rien, mais parce que VIP, j'aurais aimé qu'elle batte son propre record, j'aurais aimé beaucoup de choses, et surtout cette dernière saison était quand même assez fabuleuse, mais non, le sacre de Phoebe, le sacre de l'Angleterre, qui encore une fois prouve qu'en termes de storytelling et en termes d'histoire à raconter, les British c'est les plus forts, c'est tout, c'est comme ça, point, période, on arrête cette émission, merci beaucoup. Allez, c'est terminé. Non mais en fait, moi juste ma seule petite réserve, enfin non, c'est même pas une réserve, c'est que ce que je trouve hyper dur dans la catégorie meilleure actrice série drama, c'est de mettre Jodie Comer face à Sandra Oh. Oui, en fait, et de donner qu'à une des deux, c'est elle a gagné l'année dernière. Prix collectif, quoi, on y va, en fait, non ? Chacune son tour. Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord, ils auraient pu les mettre ensemble dans le sens où, d'une certaine façon, l'une va passer en l'autre dans la série. Ce qui marche, c'est leur duo, c'est leur attraction-répulsion permanente. C'est-à-dire que si tu t'en enlèves une, il n'y a plus d'histoire. Enfin, ça, c'est un peu bête. Alors moi, je pourrais regarder Villanelle toute seule, lire le dico. Si tu me fais une saison entière de ça, je Et même valide. en photo, même juste en photo, avec des photos qui défilent, on est content. Ou un défilé avec ses belles vestes, elle a toujours des belles vestes. Moi, ça me va. Donc le palmarès vous a réjoui, en fait. Pas de réserve, pas de déception, pas de... Non, mais il y a eu des prix où on était très contents. Enfin, Billy Porter, moi je suis absolument ravie que Billy Porter pour la série Pause le premier acteur ouvertement gay et noir à gagner dans cette catégorie. Et vous allez m'aider, le comédien de When They See Us, Jarrell Jerome. C'est ma meilleure surprise de cette cérémonie. Je l'attendais tellement, je suis tellement contente qu'il l'ait récompensé parce que pour moi c'est la performance de l'année, toutes séries confondues, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait. Et surtout, allez voir son discours quand il reçoit le prix si vous ne l'avez pas vu, c'est magnifique. Regardez cette série, enfin voilà. Après, ce qu'on se rend compte en regardant cette cérémonie de récompense, c'est que rien qu'en regardant les nommés, tout simplement, on se dit il y a quand même beaucoup de séries de qualité. Il y a quand même vraiment un niveau de qualité qui est assez extraordinaire. Il y avait des catégories, c'était parce que pour Billy Porter j'en avais besoin, mais où on se disait merde, le choix c'est un petit peu, c'est vraiment pas simple. C'est un choix de Sophie sur certaines catégories, c'était quand même vraiment pas simple. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a un haut niveau en termes de drama, en termes de séries. Après, on voit aussi que c'est complètement le bordel. Mais c'est aussi pour ça que Billy Porter, c'est à la fois très réjouissant et très surprenant, parce qu'en face, c'est les vétérans. C'est ceux qui sont là tous les ans. Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk et Milo Ventimiglia. C'est ça qui est génial. C'est que... allez hop, on y va. C'est la nouvelle génération. Alors bon, Billy Porter, il n'est pas non plus tout jeune, mais ça fait plaisir de voir, surtout pour une cérémonie comme les Emmy, qui a l'habitude de toujours récompenser justement les vétérans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné, on gagne tous les ans pendant 23 saisons, quoi. Et on récompense en plus une série quand c'est sa dernière saison, on lui donne tout. Et là, c'était vraiment, ça faisait du bien de voir un peu de nouveauté, de voir Fleabag, c'était sa dernière saison, mais gagner plutôt que VIP, de voir Game of Thrones qui n'a pas tout raflé alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas. Il y a vraiment un côté bordélique, mais qui est réjouissant parce que les Emmy n'ont vraiment pas l'habitude de faire du bordel. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et ça fait vraiment plaisir. C'est quoi, moi je vous en donne un chacun.
Ça fait trop plaisir, trop bien. Là, c'est juste pour vous signaler que l'émission est terminée en fait. We Love Série, c'est fini. On se retrouve, comme d'habitude, dans une quinzaine de jours.